peut-être quelques mots de Bernard Tchoumi, puisqu'il n'est pas là pour prendre la parole. Vous connaissez peut-être certains de ses réalisations à Paris, et il est donc l'auteur du Parc de la Villette. Vous connaissez ce réseau des folies qui quadrille le Parc de la Villette. En vérité, c'est son premier projet réalisé. Et jusque-là, il était un théoricien de l'architecture, donc lecteur notamment de Roland Barthes. Et bon, c'est sans doute ce qu'il va évoquer dans la vidéo, c'est ce qu'il nous avait exposé lorsqu'on s'était réunis le lendemain des attentats dans un café. En tout cas, c'est un architecte qui, à un moment, au départ, a été très inspiré par les théories littéraires et philosophiques. Parmi ces grandes réalisations que vous connaissez peut-être, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est le musée de l'Acropole à Athènes, qui a été construit, le nouveau musée d'Athènes, où on a, parallèle au Parthénon, les frises du Parthénon. C'est un musée dans lequel on se sent très bien quand on y est par cette correspondance entre l'intérieur du musée et le Parthénon qu'on voit à l'extérieur. Bon, c'est un musée qui est dans un terrain un peu compliqué, un peu difficile, le terrain dans lequel il a été construit. Puis il y a d'autres réalisations que vous avez pu voir. Donc c'est un architecte. Oui, il y a une exposition sur lui à Beaubourg il y a 2-3 ans. Vous avez peut-être vu l'exposition de Beaubourg qui faisait le tour de ses réalisations les plus importantes, depuis la Villette jusqu'au musée de l'Acropole et ailleurs. Donc c'est un fidèle à cette formation, et je dirais que c'est un petit peu comme dans le cas de la musicienne que nous venons d'entendre. C'est quelqu'un à qui Barthes a servi à comprendre ce qu'il devait faire comme architecte au début de sa carrière. Bonjour ou bonsoir. Parler de Roland Barthes dans un contexte, mettons, architectural, n'est pas évident puisque pendant de nombreuses années, pendant une période qu'on appellerait sémiologique, Barthes a une influence extraordinaire sur les architectes qui ont commencé à considérer que peut-être un bâtiment était une histoire, pouvait véhiculer un certain nombre de sens. Et très vite, on s'est aperçu que l'architecture, et peut-être Barthes en était le premier à le spécifier, l'architecture n'est pas un langage. Donc ce n'est pas du tout dans cette direction que je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt sur d'autres aspects postérieurs, pas directement liés au sens, pas directement liés à l'espace, mais beaucoup plutôt liés à la fabrication des choses et surtout leur structure. Un texte m'avait beaucoup intéressé à une époque qui était évidemment l'analyse structurelle des récits ou l'introduction à la où on pouvait parfois simplement changer le mot récit par le mot architecture et retrouver une cohérence qui était celle justement de l'architecture pendant 3000, 4000, 5000 ans. Mais il y a une autre dimension qui est importante. C'est peut-être ce que j'appellerais la combinatoire, ou ce que Barthes appelle la combinatoire, c'est-à-dire le fait que nous ne parlons pas nécessairement en architecture de quelque chose qui est unique et unifié, mais surtout de quelque chose qui est toujours à l'intérieur d'un certain nombre de conditions, de contraintes, de contradictions, qui font qu'il ne s'agit pas d'un espace blanc pur, mais beaucoup plus d'un dialogue entre différents aspects qui n'ont peu à voir les uns avec les autres. Sur cette image que vous voyez, l'artiste Trisha Brown
danse, mais danse avec des protagonistes qui sont les cheminées, les escaliers de secours ou les châteaux d'eau. C'est comme ça que le travail se fait à travers ce dialogue, à travers cette manière de jouer des contrastes et des contradictions. Vous prenez ici la Casa del Faccio de Terragni, monument très connu en architecture, qui n'est pas du tout le même et qui n'a pas la même ni signification ni densité architecturale si elle se trouve dans le vide ou au milieu d'une foule manifestant. Il y a un rapport, non pas de cause à effet entre un espace et ce qui s'y passe, mais il y a un rapport quand même. Ou bien la question du programme, qu'est-ce qu'il se passe lorsque un programme contredit directement l'espace dans lequel il se trouve. Dans Chad Fourier-Loyola, il écrit cette très belle phrase: bien que toute création soit nécessairement une combinatoire, la société, en vertu du vieux mythe romantique de l'inspiration, ne supporte pas qu'on le lui dise. Cela est évidemment fondamental dans un art comme l'architecture qui est sans cesse répété, qui est sans cesse une série de permutations entre des escaliers, des fenêtres, des pleins, des vides, des séquences. Des séquences parce que l'architecture, c'est le mouvement, on va d'un endroit à un autre, et la séquence elle-même, c'est effectivement la manière la plus efficace de peut-être de parler de la société, de parler de la manière dont les choses se déroulent. Regardez, ceci, tiré de la traduction à l'analyse structurelle des récits. Une séquence est une suite logique de noyaux unis entre eux par une relation de solidarité. La séquence s'ouvre lorsque l'un de ces termes n'a point d'antécédent solidaire et elle se ferme lorsqu'un autre de ces termes n'a plus de conséquents. Je lis cela entièrement comme une phrase d'architecture. Et la dernière phrase que je mentionnerai, c'est tirée du plaisir du texte. Le plaisir du texte, évidemment, je vais dire le plaisir de l'architecture, c'est ce moment où mon corps va suivre ses propres idées, car mon corps n'a pas les mêmes idées que moi. Même chose, l'espace architectural n'a pas les mêmes idées que mon corps, et mon corps n'a pas les mêmes idées que cet espace architectural, et c'est ce dialogue, ces contradictions, à nouveau, qui fait ce que est l'architecture. Alors je vais vous montrer maintenant quelques exemples dans mon propre travail, assez rapidement, c'est-à-dire, prenons d'abord la Villette, vous connaissez la grille de la Villette, mais la grille, elle part de bien avant. C'est avant tout un projet d'urbanisme et on se pose la question, quel est le catalogue des différentes possibilités, que ce soit la grille ou la ville concentrique ou la ville baroque. Et pour un certain nombre de raisons qui sont trop longues à expliquer maintenant, je me suis attaché à travailler sur cette idée de la trame ponctuelle, mais une trame ponctuelle qui est elle-même un des éléments par rapport à deux autres types d'éléments qui sont évidemment les lignes, comprenez par cela les mouvements, les vecteurs de mouvement, et les surfaces, point, ligne, surface. Et c'est la superposition entre ces trois systèmes autonomes qui fait la logique du parc de la Villette, et qui devient vraiment le moteur, la structure du projet lui-même. À l'intérieur de cela, il y a évidemment les folies. Les folies, c'est une combinatoire. C'est une série d'éléments, certains qui sont des rampes ou des escaliers ou des espaces de rencontre, des enveloppes, des structures. Et cette combinatoire de ces différents éléments, qui sont toujours les mêmes, mais toujours répétés de manière chaque fois différente, donne l'architecture du parc. La notion de séquence y est très présente, évidemment, d'après les jardins, la séquence des jardins thématiques
la promenade cinématique, comme je l'appelais à l'époque, est essentiellement une manière de travailler le mouvement en faisant un parallèle avec le cinéma, mais en y ajoutant des idées d'accélération, de ralentissement, des idées de sensations qui sont vraiment ce que ressent un corps dans l'espace. Cette idée justement de ces frames ou de ces cadrages, de ces plans en langage cinématographique est le point de départ des jardins de la Villette. Deuxième exemple, 2 salles de concert ici en France, 2 zéniths. Le premier à Rouen, au bord d'une autoroute, une double enveloppe, une enveloppe à l'intérieur qui est faite de béton, une enveloppe à l'extérieur qui est faite d'acier. Cette double enveloppe abrite les circulations, c'est-à-dire tout le mouvement des foules à l'intérieur du bâtiment. Et cette double enveloppe, évidemment, dans sa matérialité, est un peu liée au contexte dans lequel le bâtiment se trouve. Comme je l'ai dit, c'est au bord d'une autoroute. Maintenant, reprenez le même bâtiment, exactement avec le même programme, avec le même usage, avec la même dimension, mais c'est le même concept. Mais cette fois-ci, transplantez-le dans un autre contexte, c'est-à-dire dans une forêt domaniale extraordinaire à côté de Limoges, et posez-vous la question, est-ce que nous utilisons, même si nous gardons le concept, utilisons-nous les mêmes matériaux? Donc, combinatoire, prenons cette fois-ci l'enveloppe extérieure, au lieu d'être en acier, sera en polycarbonate. Jeu de lumière, évidemment, on se trouve dans une forêt très belle. Et enveloppe intérieure, cette fois-ci, elle est en bois, jouant sur un certain nombre de sensibilités acoustiques d'une part, mais aussi par rapport à un contexte local de fabrication du bois. Le bâtiment est strictement identique. Mais ce qui est passionnant, c'est que si la structure elle-même, la narration elle-même, elle est entièrement transformée par justement cette modification des matériaux, cette transformation. Et le troisième et dernier exemple, c'est celui du musée de l'Acropole à Athènes, où là aussi, on se trouve dans un contexte, cette fois-ci c'est très prégnant, c'est-à-dire à la fois le Parthénon, des ruines sur lesquelles est posé comme en lévitation le bâtiment, et évidemment la question des sculptures, et notamment de la frise. D'abord les sculptures, il s'agit d'un dialogue de matériaux, le marbre et sa manière de résonner avec la lumière, et le béton, lui, qui absorbe cette lumière. Une chose m'a passionné dans ce projet, c'était de découvrir chez Eisenstein, Sergei Eisenstein, le cinéaste, un moment où il est influencé par le cinéma, par l'architecture. Il écrit un texte en 1938 très beau qui s'appelle « Montage et architecture ». Il explique que les Grecs anciens avaient découvert le montage et détermine à travers la position des temples sur l'Acropole une nouvelle manière de concevoir le cinéma. Il développe un mode de notation, on ne va pas entrer, ça nous prendrait trop de temps, un mode de notation où simultanément il parle de musique, de lumière, des différents plans, les mouvements des acteurs, les mouvements de la caméra, etc. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que cette fameuse frise, cette frise de Lord Elgin qui est au British Museum, sert de point de départ à Serge Eisenstein pour en faire une des séquences les plus extraordinaires d'Alexandre Nevsky, son film de guerre, et montre qu'il y a une possibilité de dialogue entre l'architecture et le cinéma, comme j'ai essayé de vous l'indiquer maintenant en parlant de littérature et d'architecture, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'importation et d'export, d'import-export d'idées
qui se travaille à travers justement cette transversalité. Il ne s'agit plus de discipline, mais il s'agit essentiellement de manière de penser. Bernard Tchoumi m'a envoyé cette vidéo hier. Il s'excuse des sirènes de New York que vous avez entendues vers la fin, hein, qui n'a pas voulu recommencer tout l'enregistrement pour éliminer ces sirènes. Bon, ben je crois que c'était un très beau cas également, hein, assez conforme d'ailleurs au cas précédent d'utilisation d'un certain nombre de concepts qu'il a énumérés au départ, qui ont servi à toute une recherche en architecture. On peut difficile d'avoir une discussion en l'absence de Bernard, mais...